Certains échanges ressemblent à un bras de fer silencieux, pas déclaré, parfois même pas conscient, mais en arrière-plan, l'idée de se démarquer. Un millimètre de recul, une seconde d'hésitation, et quelque chose vacille. Alors on ajuste, on se retient, on ne lâche rien. Le bras de fer est là, discret, fondu dans la manière d'être en lien. Une façon d'entrer en relation qui ne repose pas sur l'équilibre, mais sur une répartition silencieuse des rôles. On occupe l'espace, on répond, on réagit, mais sans vraiment rencontrer. Parce qu'il ne s'agit pas toujours de se rencontrer. Parfois, il s'agit surtout de se situer. Pas de comprendre, mais de tenir une position. Et c'est ça qui rend ces dynamiques si difficiles à repérer. Elles ne crient pas, elles ne claquent pas. Elles se glissent dans une simple discussion, dans un échange en apparence anodin. Une idée est reprise, déplacée, légèrement corrigée. Pas pour enrichir, mais pour se repositionner. Comme si chaque mot devenait une micro-négociation de place. Dans ce mouvement, deux réalités coexistent. Il y a les relations où chacun joue ce jeu, consciemment ou non, l'échange devient alors un champ de bataille. Et il y a ces situations plus silencieuses, plus asymétriques, où une seule personne installe ce rapport de force, pendant que l'autre continue de chercher un espace de lien, de simplicité, de réciprocité. C'est dans cet écart que la structure se déséquilibre, parce que pendant que l'un parle pour être avec l'autre, celui-ci parle pour être au-dessus. Et à cet endroit précis, ce n'est plus vraiment une relation, c'est une organisation de pouvoir, une démonstration de force. Alors, comment reconnaître ces dynamiques avant qu'elles ne nous épuisent? Comment ne plus confondre une discussion avec un espace où les positions se rejouent en permanence? C'est ce que nous allons explorer ensemble au micro du podcast Au cœur des relations. Je suis Fatem Zahra Alami. Je déchiffre avec vous la grammaire invisible des relations. Cette petite syntaxe discrète qui organise nos élans, nos attentes et parfois nos déséquilibres. Pour comprendre ces dynamiques, il faut quitter la surface des échanges. Ce qui se dit importe moins que la place depuis laquelle c'est dit. Parce que dans ces configurations, tout ne se joue pas dans les mots, ça se joue dans la position, dans la manière dont chacun s'inscrit dans l'interaction. Qui ajuste, qui maintient, qui déplace, qui redéfinit. On croit être dans une discussion. En réalité, on est dans une structuration implicite des rôles. Alors, regardons cela concrètement. 3 mécanismes, 3 manières dont le pouvoir s'installe, se maintient et parfois se dissimule. Et une ligne rouge à ne pas laisser franchir. Il existe des personnes qui n'entrent jamais vraiment en relation. Leurs échanges ne sont pas toujours perçus comme un rapport de force. En surface, ça ressemble à une discussion banale, mais dans la structure, il n'en est rien. Le premier mécanisme ne se manifeste pas par l'opposition frontale. Il se niche dans la manière dont le cadre de ce qui est dit est progressivement modifié. Ce que vous exprimez n'est jamais repris tel quel. Le propos est détourné, déplacé hors contexte, parfois amplifié. Ce qui était ponctuel devient général, ce qui était mesuré devient excessif. Et c'est à partir de cette version que la réponse se construit. Prenons un exemple. Vous dites « Quand je vais au marché, j'aime m'habiller en sport et prendre mon panier à la main. » Rien que ça, une habitude,
une préférence, une petite douceur du quotidien. L'autre répond: Oh, si tu ne t'habilles toujours qu'en sport, avec un panier à la main au lieu d'un sac, tu vas te négliger, il faut t'habiller de manière élégante. Vous n'avez pas dit toujours, vous n'avez pas parlé de négligence, vous n'avez pas insinué que vous portez partout un panier au lieu d'un sac à la main, et vous n'avez pas demandé de conseils vestimentaires. Mais l'échange ne se fait plus sur ce que vous avez dit, il se fait sur ce que l'autre en a fait. Votre simple préférence est devenue un problème à corriger. Dès lors, vous êtes placé en position basse. Ce n'est plus une discussion sur le marché, c'est une leçon, une remise à niveau. Maintenant, vous êtes tenté de reprendre vos propos, de les détailler, d'expliquer que ce n'est pas ce que vous avez dit, mais en face il y a un mur. Car ce n'est pas ce que vous dites qui importe. Ce qui importe, c'est que chaque intervention appelle une correction, une mise au point, un repositionnement. Pas pour enrichir l'échange, mais pour se replacer au-dessus, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Autre exemple. Vous dites « Je me suis senti mis de côté lors de cette réunion ». L'autre répond « Ah, tu te sens toujours persécuté dès qu'on ne te donne pas la première place. Tu te fais des idées, mon vieux. Il ne faut pas être trop sensible comme ça. » Vous n'avez pas parlé de persécution, ni de première place, mais le cadre a glissé. Et maintenant, vous devez vous défendre sur un terrain que vous n'avez pas choisi. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas l'accord ou le désaccord, c'est la maîtrise du cadre. Parce que celui qui définit le point de départ oriente déjà silencieusement tout l'échange. Le pouvoir ne passe pas par la contradiction, il passe par la transformation silencieuse du point de départ. Une verticalité discrète installée mot après mot. Deuxième mécanisme. Celui-ci est plus fluide, presque aimable. L'échange semble normal, mais chaque intervention vient légèrement hiérarchiser les places. Ici, il ne s'agit plus de transformer ce que vous dites. Il s'agit de s'en servir comme point d'appui. Votre idée devient une occasion de corriger, de préciser, de rectifier. Même l'accord est immédiatement encadré par un petit surplomb, une précision en plus, une nuance imposée, ce fameux « oui mais » structurel. Par exemple, vous dites « J'ai trouvé ce film vraiment touchant ». L'autre répond « Oui, enfin touchant pour un film grand public, mais tu devrais voir du vrai cinéma d'auteur. » Il n'y a pas eu de nom, mais vous n'êtes plus à égalité. L'autre est monté d'un petit cran. Il sait mieux, il a vu mieux. Autre exemple plus quotidien. Vous dites « Je suis content d'avoir réussi à terminer ce projet ». L'autre répond « Oui, c'est bien, mais tu aurais pu le finir plus tôt si tu t'étais mieux organisé. » La phrase commence par « oui », mais le « oui » ne sert qu'à poser le tapis rouge pour le « mais », et le « mais » remet tout en question. Contredire systématiquement ne relève pas d'un désaccord. C'est une manière de structurer la relation autour d'un axe dominant-dominé. Avoir le dernier mot devient un outil, pas un échange. Dans cette logique, votre parole existe, mais elle n'est jamais laissée autonome. Elle est reprise, corrigée, remise à sa place, celle qui est juste en dessous. Le principe est simple, ne jamais laisser une idée exister sans la réajuster. Troisième mécanisme, le plus diffus et le plus sournois.
Maintenant, une égalité dans l'échange ne dure jamais longtemps. Dès qu'un équilibre apparaît, même brièvement, quelque chose vient le fragiliser. Une contradiction surgit, une remise en cause implicite, un silence, un détournement de regard, un changement de sujet abrupt. Comme si ce que vous veniez de dire n'avait pas vraiment existé. Exemple, vous vivez un beau moment de complicité, vous riez ensemble, vous êtes vraiment avec, puis vous dites quelque chose de simple, une remarque personnelle, anodine, et l'autre répond par une critique déguisée, ou change soudainement de sujet, ou émet un petit bruit qui dit « passons à autre chose ». L'équilibre est rompu, vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez que quelque chose s'est refermé, comme si toute forme de symétrie devrait être brisée pour que l'échange retrouve sa stabilité, une stabilité où l'autre est toujours au-dessus. Autre exemple, vous partagez une joie. J'ai eu une super nouvelle au travail aujourd'hui. L'autre répond, ah bon, moi ma journée a été épouvantable. Ce n'est pas un partage, c'est un recadrage. Votre joie est éclipsée. L'attention revient sur lui. L'horizontalité n'a pas tenu plus de 3 secondes. Ce n'est pas toujours une volonté consciente d'écraser l'autre. C'est souvent plus simple que ça. Une incapacité à exister dans une relation d'égalité. L'équilibre est perçu comme menaçant. Alors, on réinstalle, sans même y penser, un petit déséquilibre en sa faveur pour se sécuriser. Ces 3 logiques ne fonctionnent jamais seules. Elles se combinent, se relaient, se renforcent. Ensemble, elles dessinent une manière d'être en relation où la discussion n'est plus un espace de rencontre. C'est un espace de positionnement. Au-delà des mécanismes de l'échange, il y a une frontière plus fondamentale, celle du cadre relationnel lui-même. Je peux définir ce qui me convient, ce que je choisis d'accepter ou non, ce avec quoi je suis d'accord. Mais je ne peux pas définir ce qui doit te convenir à toi pour que cela vienne s'ajuster à mon propre besoin. Dès que cette frontière se brouille, l'échange glisse vers autre chose. Ce n'est plus un espace de rencontre entre 2 cadres distincts. C'est une tentative d'ajustement du cadre de l'autre à un seul référentiel. Exemple, vous proposez une fréquence de contact. On pourrait réduire nos échanges, ça me semble plus équilibré. L'autre répond, non, il faut rester spontané, on s'appelle quand je suis disponible. Jusque-là, c'est une négociation presque normale. Mais si l'autre impose que vous soyez toujours disponible à sa demande et qu'en plus il vous fait sentir coupable quand vous ne répondez pas, là alors, le cadre a changé de nature. Ce n'est plus une co-construction de la relation, c'est une imposition. Voici encore un autre exemple. Vous avez besoin de parler d'un sujet difficile. L'autre dit « pas maintenant ». C'est légitime, mais si « pas maintenant » devient jamais quand ça t'arrange, toujours quand moi je décide, alors il n'y a plus de cadre partagé. Il y a un maître du rythme et un autre qui subit. Dans ce type de configuration, ce n'est plus seulement la parole qui est en jeu, c'est la structure même du lien. Qui définit les règles? Qui les subit? Qui doit s'adapter en permanence? La relation n'est plus définie par 2 personnes dans le respect mutuel, elle est décidée par celui ou celle qui corrige, qui sait mieux, qui garde le contrôle du rythme, qui décide du cadre, qui se donne tous les droits. Bien sûr, personne ne dit ça comme ça, mais ça se manifeste dans la manière d'interagir.
La dynamique devient problématique quand, au lieu d'ajuster sa propre position à la réalité de l'échange, on cherche à faire entrer l'autre dans la place qu'on lui a attribuée à son insu. Ainsi, si l'autre ne correspond pas à cette place, on corrige. S'il résiste, on le repositionne. S'il ne suit pas, on crée de la pression implicite, culpabilisation, reproche, retrait. Ce que ces dynamiques révèlent, ce n'est pas seulement la manière de communiquer, c'est la structure dans laquelle l'échange se déroule. Ce qui est dit n'est jamais vraiment ce qui est reçu. Le propos se transforme, se déplace, change de contour. Très vite, ce qui circule dans l'échange sert surtout à positionner. Une idée devient un point d'appui, une correction, une manière de réorganiser la place de chacun. Quand cet ajustement devient constant, la symétrie ne tient plus. C'est épuisant. Et au-delà des mots, quelque chose s'installe, un cadre implicite, souvent non partagé, dans lequel chacun n'occupe pas la même fonction. La question n'est plus seulement « qu'est-ce qui est dit ?» Elle devient « depuis quelle place c'est dit ?» Et qui définit les règles implicites du lien? Qui peut déplacer le cadre? Qui doit s'y adapter? Eh oui, c'est encore épuisant. Vous n'avez pas rêvé. La place qu'on vous a réservée dans le lien est trop petite et ne fait que se resserrer davantage. Alors que vous soyez au tout début d'une relation ou déjà au milieu d'un lien qui vous demande trop, prenez une toute petite pause et demandez-vous simplement: dans quel cadre relationnel suis-je en train d'entrer? Y a-t-il une réciprocité, une égalité dans les échanges? Est-ce que ce cadre me convient? Et parfois, rien que de nommer la structure, on retrouve sa propre respiration. Comme ouvrir une fenêtre dans une pièce où l'air est devenu rare. On respire, on voit, et on choisit si on reste ou si on va respirer ailleurs. On se souvient qu'une relation, ça peut aussi être deux souffles qui s'accordent sans que l'un écrase l'autre. Ça peut être une simple présence, sans bras de fer. Une relation, ce n'est pas un terrain à conquérir. Et un lien qui vous grignote n'est pas un lien qui vous porte. Alors, prenez soin de vous et surtout, ne lâchez rien de vous-même.